Bonjour, vidéo sur les références bibliographiques et comment les écrire. Commençons avec un cas très facile qui est ici. Vous commencez par écrire le nom de l'auteur et vous l'écrivez en petite capitale. Alors, pour faire des petites capitales, vous pouvez aller chipoter en haut dans les rubans sur Word ou vous maintenez CTRL et SHIFT enfoncé et alors vous appuyez sur la lettre K et vous pouvez changer la police dans laquelle vous écrivez. Et donc, il faut écrire le nom de l'auteur en petite capitale. Pas en capitale, en petite capitale, s'il vous plaît. Et puis on écrit son prénom au complet. Parce que si on n'écrit pas son prénom au complet, on finit avec contamine P. Et si jamais il arrivait qu'on ait également un auteur également spécialiste du Moyen-Âge et de la même période qui s'appelle contamine Pascal et qui serait le frère jumeau diabolique de contamine Philippe, eh bien c'est bien de préciser quand même lequel des deux. Donc on écrit le prénom au complet. Suite à ça, on écrit le titre, et le titre, on l'écrit toujours en italique. Le titre d'un ouvrage, on l'écrit en italique. Si on l'écrit à la main, par contre, on le souligne à la main. Alors, on écrit d'abord le titre, et puis on peut avoir un sous-titre, et le sous-titre, on le sépare du titre principal par un point. Donc, titre, point, sous-titre, le tout en italique de manière continue, virgule, on arrive à l'endroit où le livre a été édité, virgule, ensuite on dit dans quelle maison d'édition il a été édité, virgule, la date à laquelle il est paru, point. Enfin la date à laquelle le copyright a été posé, et puis point. Voilà. Il faut noter que ça, ce sont donc les conventions d'écriture francophones. Si jamais vous êtes dans le monde anglophone, vous devez ici mettre un point, là mettre deux points et pas d'espace entre les deux, et changer donc les choses comme ça. Donc ça, c'est si vous écrivez en anglais, mais ici, la vidéo est prévue pour des francophones, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut savoir que les maisons d'édition telles que Perrin ou Gallimard ou d'autres peuvent avoir des collections. Et quand un ouvrage est publié dans une collection éditoriale, il faut le préciser. Deuxième donc cas d'étude ici qu'on va voir. Je lis Laurent, le nom en petite capitale, le prénom normalement. L'État contre les Juifs, c'est le titre, point. On fait le sous-titre, le tout en italique de manière continue. Vichy, les nazis et la persécution antisémite, virgule, Paris, le lieu où il a été édité, Flammarion, la maison d'édition, 2020, l'année à laquelle ça a été édité, et c'est aux collections Champs Histoire. Parce que Flammarion publie plusieurs collections éditoriales, et là on précise qu'il s'agit de la collection Champs Histoire. Alors quand on a plusieurs auteurs, ici vous avez donc deux auteurs, j'ai utilisé le symbole du « et », vous pouviez écrire aussi comme ceci. Moi, je préfère utiliser ce symbole-là. Donc, on a Audouin Rousseau, Stéphane et Becker, Annette. Vous avez le titre, 14-18, retrouver la guerre. Je l'ai écrit tel qu'il est écrit sur la couverture. Normalement, on ne met pas une majuscule comme ça à guerre au hasard. Hein. Normalement, la majuscule devrait être au début. Mais là, j'ai écrit le titre tel qu'il est écrit sur la couverture. J'ai respecté la typographie des auteurs. Paris, Gallimard, 2000, collection Fleu Histoire. Voilà, là, il n'y a pas trop de secret, hein, j'ai juste mis donc un « et ». Mais que se passe-t-il quand on a genre 4-5 auteurs? Ici, on a Bruno Boulanger. Il a coécrit Histoire 3e, 6e, Jalons pour mieux comprendre avec 4 ou 5 personnes. Dans ce cas-ci, je ne vais pas mettre le nom de tous les auteurs et j'écris « et al », ce qui est une abréviation en latin pour dire « et ali ». Oula, « et ali ». Et « et ali », c'est du latin pour dire « et d'autres ». Voilà, donc je n'écris pas le nom de tout le monde, je dis « et d'autres ». Et donc là, voilà, ça change rien pour le reste. Après, il est possible que on ait un responsable éditorial. Donc il y a de très nombreux auteurs, mais il y en a un qui était le directeur de l'ouvrage. Dans ce cas-là, on le précise et on ne met que son nom à lui ou parce que parfois il y a deux directeurs, hein, de l'autre le co-directeur. Dans l'ordre alphabétique, ici vous avez Piboubès, Jean-Yves, il est directeur, je le précise entre parenthèses, directeur de l'ouvrage Nouvelle histoire du monde contemporain de la fin du 19e siècle. Alors ici, ça je dois l'écrire en petites minuscules et ceci le mettre en exposant à nos jours. Et alors je précise, parce que parfois c'est bien de le préciser, qu'il y a une préface et celui qui écrit la préface, on le met ici. Et vous voyez ici, je n'ai pas mis le nom en petite capitale, je le mets là. Préface Bertrand Badi, Paris, Nathan, 2021, collection Nouveau Continent. Alors pourquoi est-ce qu'ici je n'ai pas mis le nom de l'auteur avant son prénom? Pour une raison toute simple. C'est parce que les références bibliographiques doivent être triées dans l'ordre alphabétique.
du nom de l'auteur. Et donc on commence par le nom de l'auteur pour pouvoir réaliser le tri alphabétique, d'autant plus qu'on peut l'automatiser via Word en utilisant l'option trier que vous avez ici en haut. Hein. Mais quand on lit une notice bibliographique, c'est plus agréable en fait quand on en est à la moitié. Voilà, c'est plus fluide en fait. Préface Bertrand Badi que préface Badi Bertrand. Enfin, je trouve. Voilà, donc je commence ici, quand je suis au milieu de la notice, par le prénom. Et je symbolise que le nom de famille, il est là. Hein, et je symbolise par le fait qu'il est écrit en petite capitale. Donc tout le monde comprend où est le nom de famille. Okay, mais là, le nom de famille ne joue pas dans le tri alphabétique des références. Donc c'est pour ça que je l'écris comme ceci. Collection de nouveaux continents. Alors, on peut aussi avoir un ouvrage qui donc n'est pas la première édition. Ici, vous avez Favre-Henri, Les Incas, 9e édition, c'est ici que je le précise. Je précise qu'il s'agit de la 9e édition de l'ouvrage que j'ai en main. Paris, PUF, collection Que sais-je, le numéro, parce que parfois les ouvrages qui font partie d'une collection peuvent être numérotés. Numéro 1504. Alors, petite précision pour le numéro. Pour écrire un numéro, on ne fait pas N et puis degré. Hein, non, on écrit NO et on met le O en exposant. Pour mettre quelque chose en exposant, c'est simple, Shift, Ctrl, hein, comme pour faire avec les lettres capitales, là, Shift, Ctrl, mais au lieu d'appuyer sur K, vous appuyez sur le petit plus qui est au-dessus du égal sur votre clavier. Voilà. Et alors, vous pouvez mettre une lettre en exposant. Parce que si vous écrivez ceci, ça c'est N degré, ça veut rien dire. Hein. Donc c'est N, O, et le O est en exposant. Ça, c'est l'abréviation de numéro. Voilà. Alors, maintenant on va sortir des ouvrages qui sont écrits par un seul homme, ou enfin écrits par plusieurs, etc. Et donc on va rentrer dans les contributions. Donc ici on a Bruno Dumézil qui écrit un article dans un magazine. Alors quand on fait le titre d'un article, on le met entre guillemets. Hein, on met des guillemets, donc on met le nom de l'auteur, on met les guillemets, l'article auquel l'article qu'il a écrit, hein, dont il est l'auteur, et on dit dans quel ouvrage on l'a trouvé, et le titre de cet ouvrage, on le met en italique. Historia BD. Alors ici, il s'agit comme d'un magazine. Les magazines sont numérotés, ils ont un numéro de tome, un numéro de volume ou un numéro tout court. Donc ici, je mets numéro 1. Et après, entre parenthèses, je dis en quelle année. Alors ici, j'avais mis octobre-décembre. Ça, c'est superflu. Il n'y a pas besoin. Le numéro 1 en l'an 2019, voilà, savoir que c'est en octobre-décembre, c'est pas fondamental. Et puis, il faut préciser néanmoins aussi à quelle page il se trouve. Voilà, à quelle page il se trouve. Ici, c'était les pages 72-75. D'accord ? Alors ici, j'ai un autre cas de figure. Un peu plus complexe, enfin le titre est juste un peu plus long en fait. Hein. Donc c'est un article écrit par Jean-Marie Cauchy, donc on commence par son nom de famille comme d'habitude. C'est un article scientifique dans une revue scientifique. Donc je mets le titre de l'article entre guillemets, je commence avec les guillemets, et alors là j'avais des guillemets dans les guillemets. Alors qu'est-ce que je fais ? Je mets d'autres guillemets, ces guillemets-ci, hein, les guillemets, voilà on va dire anglais si on veut. Voilà, quand on met des guillemets dans les guillemets, on utilise donc d'autres guillemets. Hein, voilà. Parce qu'il avait lui-même utilisé des guillemets dans son titre. Donc hérésie et fondement de l'État, État avec une majuscule, vu qu'il parle du gouvernement. Rigueur et répression par la loi dans les Pays-Bas au 16e, 17e siècle. Alors 16e, quand on fait des numéros de siècle, c'est bien en petite majuscule, pas en grande majuscule. Dans PCEEB, alors c'est quoi PCEEB ? PCEB, en fait, ici, j'ai abrégé, et on peut le faire, mais il faut donner l'abréviation quelque part. Ici, je la mets juste en dessous. Publication du Centre européen d'études bourguignonnes. Oui, parce que les revues scientifiques, elles ont des titres à rallonge. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des abréviations, et qu'on utilise alors des tables d'abréviations dans lesquelles on explique les choses. Numéro 60. Alors ici, vous voyez, c'est pas très joli, parce que je passe à la ligne. Alors il y a moyen de changer ça en faisant CTRL-SHIFT espace. Et là vous faites un espace qui est insécable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, vous ne pouvez pas passer à la ligne entre ces deux mots. Si j'active la vision des paragraphes, ça peut se voir, chaque espace est symbolisé par un point, mais ici il est symbolisé par un petit O, un petit degré comme ceci ici là. Donc ça montre que cet espace est insécable et qu'il ne va pas passer à la ligne entre numéro et 60. Voilà, petite astuce typographique supplémentaire.
Ici, vous avez un article, enfin c'est pas un article, c'est une entrée dans un dictionnaire, donc de Chassé-Éric. Alors lui, il contribue à un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est pas une revue. Hein, donc ici on avait le titre de la revue, le numéro de la revue scientifique ou non scientifique, l'année à laquelle elle est publiée et le numéro de page. Ici, comme on n'est pas dans une revue, il faut travailler un peu différemment. Donc de Chassis, Eric a écrit l'article Paul Cézanne dans le dictionnaire du 19e siècle européen qui est dirigé par Madeleine Ambrière. Voilà, dirigé par Madeleine Ambrière. Publié à Paris aux presses universitaires de France en 2007 aux collections Quadrige. Et là, j'avais perdu le numéro de page, donc j'avais écrit X-XX. Et si vous appuyez sur CTRL F hein, et que vous cherchez X-XX, eh ben vous allez les retrouver. Alors pourquoi je présente cette astuce? C'est parce que parfois on se dit ah zut, il va falloir que je revienne plus tard et donc ça peut être donc. Je sais que je dois aller vérifier par la suite, donc je vais aller chercher X-XX pour voir tous les endroits où je dois aller chercher par la suite. Bref, petite astuce. Alors que se passe-t-il quand on a trouvé les choses sur Internet? Alors, Albertini, Antoine, Les peurs de la belle époque, un miroir tragique tendu à notre présent. Alors pourquoi est-ce qu'ici j'ai mis des italiques? C'est parce que Albertini, Antoine, en fait, il fait la critique d'un ouvrage et donc il mentionne cet ouvrage. Cet ouvrage s'appelle Les peurs de la belle époque, donc je l'ai mis en italique parce qu'il mentionne un ouvrage. Puis, deux points, un miroir tragique tendu à notre présent dans Le Monde, en ligne. Et alors là, j'ai mis l'URL. Et c'est moche, mais c'est comme ça qu'on fait. Et je dis quand je l'ai consulté, parce que c'est au moment où j'ai consulté cette page, que cette page a été générée en ligne et que j'y ai accédé. Hein. Elle a été générée à ce moment-là. Je sais que lui, il a peut-être publié ça plus tôt. Bon, dans ce cas-ci, il l'a publié genre hier. Hein. Mais ce que je pourrais faire, alors, si je veux vraiment préciser la date, c'est 8 novembre 2022. Voilà, je peux préciser ça comme ceci. Hein. Ici, si je veux être précis. Mais faut savoir que souvent, bah, les articles sont changés, en fait. Hein. Ils sont changés... à travers le temps. Donc, en fait, il faut principalement dire quand est-ce qu'on l'a consulté. Hein. Parce que à ce moment-là, il existait dans l'état où vous l'avez trouvé. Voilà, les pages sur Internet, ça change. Mais pas toujours. On arrive à un autre cas de figure. Françoise F. Lao, Genre et socio-histoire de l'éducation des femmes adultes. Donc, c'est un article qui est dans Histoire de l'éducation. C'est une revue scientifique, numéro 156, année 2021. Page 30, page 9 et 30. Et alors, voilà, le magazine existe. Mais il existe aussi en version numérique. Et il a donc un identifiant numérique précis, un DOI, non pas un URL, hein, que l'on trouve ici, mais un DOI. Ça veut dire un identifiant numérique assigné. Ce qui fait que c'est un objet numérique qui ne va pas bouger. Et si je vais sur doi.org et que je rentre ceci, je vais pouvoir accéder directement à l'article. Et ouais, je vous jure. Voilà. Donc ça, c'est si on trouve les choses sur Internet. Évidemment, un lien avec un DOI est souvent plus fiable qu'un lien avec un URL. Voilà, à titre indicatif. Je vais terminer ici avec l'édition d'ouvrages anciens. Donc là, on est avec l'ouvrage d'Olaus Magnus. Olaus Magnus a vécu au XVIe siècle. C'était le dernier archevêque catholique d'Uppsala. Il a été chassé par les protestants. Et ici, vous voyez que j'ai mis tout son nom en petite majuscule. Je ne me suis pas fatigué avec Magnus Olaus. Non, voilà, hein, c'est pareil. Si vous devez écrire Jean Froissart, vous ne m'écrivez pas Froissart Jean. Bon, c'est un auteur du XVe siècle. Parce qu'en fait, ça colle pas, ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Donc, Olaus Magnus, on garde le nom tel quel et on met tout en petite minuscule, en petite majuscule. Le titre, Histoire et description des peuples du Nord. Maintenant, il avait écrit le truc en latin, le gars, hein, au XVIIe siècle. Et donc là, je précise donc que j'ai accédé à l'ouvrage tel qu'il a été édité, donc traduit, édité, mis en page, critiqué par Jean-Marie Maillefer aux éditions Les Belles Lettres à Paris en 2004 dans la collection Classique du Nord. Les Belles Lettres publient des ouvrages anciens comme ça. Hein, voilà. Parfois, le nom de l'auteur ancien, on n'a pas besoin de le donner parce qu'en fait, il se retrouve dans le titre. Voilà. D'ailleurs, pour certains auteurs anciens, savoir comment les nommer, ça pourrait être compliqué. Genre Charles IV de Luxembourg.
Bon, là, ça va encore, mais bon, on fait quoi? Charles IV de Luxembourg, Charles IV du Saint-Empire, Charles IV de Bohême, parce que bon, il a eu plusieurs titres, hein, notre ami Charles IV. Donc là, on fait simple, vie de Charles IV de Luxembourg, et bon, bah, comme il est aussi l'auteur du texte, voilà, c'est simple. Hein. Édité par Pierre Monet et Jean-Claude Schmitt, Paris les Belles 2010, collection classique du Nord. Et là, on avait un numéro classique de l'histoire au Moyen-Âge, et là, on a un numéro 49. On avait peut-être un numéro ici, et je l'ai zappé. Hein, c'est bien possible. Voilà, donc ça, ce sont les conventions à suivre si vous voulez écrire des références bibliographiques et que vous voulez qu'elles soient jolies. Alors, on va essayer de les rendre jolies. Hein. On va donc ici appuyer sur justifier en haut. Voilà, bon, elles sont un peu grandes, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espace. Et on va les trier dans l'ordre alphabétique, organiser. On fait OK tout simplement. Et alors, il y a beaucoup de blanc, voilà, parce que il y avait beaucoup d'espace vide. Je vire ça, hop. Et alors, si on dézoome un petit peu, j'ai toutes mes références qui sont ici. Là, comme ça, c'est pas très lisible. Alors, pour rendre le truc un peu plus joli, vous voyez pas trop, hein. Donc voilà, c'est pas très lisible. Pour rendre le truc un peu plus joli, on va faire en sorte que la première ligne ressorte. Pour faire que la première ligne ressorte, on va cliquer sur paragraphe et on va faire en sorte que la première ligne, qu'il y ait un retrait à la première ligne, hein, hop, et on va mettre 1 cm. Et au lieu de 1,25, on fait OK. Non, c'était pas ça. Excusez-moi. C'est un retrait suspendu. Voilà, un retrait suspendu d'1 cm. Et voilà. Et alors comme ça, en fait, on peut naviguer beaucoup plus facilement parce que le nom de famille ressort et donc on sait qu'on a la lettre A, B, C ou une autre lettre beaucoup plus facilement. Et donc ça, c'est comme ça qu'on met en page une bibliographie. Alors ici, là, j'ai mon abréviation. Hein, donc ça ne devrait pas être dans les titres bibliographiques, ça devrait être supprimé ici, et mis ailleurs dans une table d'abréviation. Voilà, c'est tout pour moi et sur comment écrire une belle bibliographie selon les différents cas de figure. Sur ce, bonne chance, hein. Ciao ciao.